Au cœur du Dakota du Sud s'étend un paysage où d'anciennes mers recouvraient autrefois la terre et où se dressent aujourd'hui des monuments de pierre qui percent le ciel. Ce lieu raconte des histoires vieilles de 60 millions d'années, où les ossements fossilisés de créatures disparues depuis longtemps reposent sous des couches de terre. Mais ce n'est pas seulement un musée de pierre et d'os. C'est un lieu où le drame de la survie se joue en 4 actes distincts, chaque saison apportant son lot de personnages, ses propres défis, ses propres spectacles magnifiques de la vie qui persiste contre vent et marée. Bienvenue au parc national des Badlands, où la survie est difficile et où chaque créature qui habite cet endroit se bat. En hiver, les terres désolées se transforment en un monde extraterrestre, où seules les créatures les plus résistantes osent s'aventurer. Mais ici, l'hiver n'est pas seulement froid, c'est une épreuve de volonté. Les sources d'eau gèlent, forçant les créatures à parcourir des kilomètres pour trouver l'essence liquide de la vie. Les Badlands s'étendent à perte de vue, tel un labyrinthe de canyons et de buttes qui, en hiver, se transforment en couloirs de vent violents et de neige soufflée. D'anciennes couches sédimentaires, exposées et érodées par des millions d'années, créent un paysage accidenté et impitoyable. Pourtant, la vie persiste ici, non pas malgré la rudesse, mais grâce à elle. L'extrême complexité de cet environnement a forgé des créatures d'une adaptation remarquable. Sur fond de falaises enneigées qui s'élèvent telles d'anciennes forteresses au-dessus de la prairie, un magnifique bélier se tient sur une corniche. Ses imposantes cornes courbées, polies d'un éclat sombre par d'innombrables batailles, capte la faible lumière hivernale tandis qu'il observe son domaine avec des yeux qui ont vu 20 hivers dans ce paysage impitoyable. Les mouflons d'Amérique des Badlands ont développé des sabots uniques à ceux de tous les autres ongulés du continent. Chaque sabot est un véritable outil d'escalade spécialisé, doté d'un bord extérieur dur assurant l'adhérence aux arêtes rocheuses et d'un coussinet intérieur plus souple épousant les contours des surfaces rocheuses. Notre bélier, qui illustre cette merveille de l'évolution, dévale une falaise presque verticale, chaque pas étant calculé avec la précision d'un grimpeur et chaque positionnement de ses sabots testant l'intégrité des corniches recouvertes de glace. L'hiver impose à ces moutons une existence qui semble défier la physique. Lorsque les blizzards hurlent à travers la prairie, poussant la neige horizontalement avec une force telle qu'elle arrache l'écorce des arbres, les mouflons d'Amérique ne cherchent pas refuge dans les vallées où le vent serait plus calme. Ils grimpent plutôt plus haut, à la recherche des sommets balayés par le vent, où la neige ne peut s'accumuler, où l'air arctique constant maintient les rochers relativement libres de glace. Ici, sur des précipices qui mettraient au défi des alpinistes expérimentés, les brebis donnent naissance à des agneaux qui doivent apprendre à franchir des chutes de plus de 300 mètres avant même de pouvoir courir correctement sur un terrain plat. Le bélier s'immobilise sur son perchoir, sa poitrine massive se soulevant et s'abaissant tandis qu'il scrute l'horizon à la recherche de signes du troupeau. Sous lui, les terres incultes s'étendent tel un océan de pierres gelées, chaque butte et chaque flèche projetant de longues ombres sur la prairie enneigée. En hiver, la recherche de nourriture prend des proportions épiques. Les herbes qui ont nourri le troupeau tout l'automne sont désormais enfouies sous la neige, accessibles uniquement là où le vent implacable a dénudé le sol. Notre bélier entame sa descente vers l'une de ces parcelles, mais pour y parvenir, il doit franchir une série de corniches reliées par des brèches qui l'obligent à franchir des gouffres où un faux pas signifie une mort certaine. L'intelligence nécessaire à ce mode de vie se révèle à mesure que le bélier s'approche de chaque obstacle. Il s'arrête, calcule la distance et la trajectoire, teste la stabilité de son point de départ par de légers mouvements de sabots et seulement alors s'engage dans des sauts qui le propulsent au-dessus d'espaces apparemment infranchissables pour un animal de plus de 135 kilos. Ce n'est pas un comportement téméraire,
C'est le résultat de millions d'années d'évolution qui ont créé une créature capable de survivre dans l'un des environnements les plus difficiles d'Amérique du Nord. Alors que l'hiver s'approfondit et que la nourriture devient encore plus rare, les mâles s'engagent dans des batailles qui peuvent durer des heures, leur crâne massif entrant en collision avec des forces qui briseraient le béton. Tout cela pour le droit d'accéder à une petite parcelle d'herbe exposée au vent ou à une brebis prête à se reproduire. Dans les hauteurs des Badlands, où même le mouflon d'Amérique s'aventure rarement, une créature se déplace tel un esprit dans la neige. La chèvre de montagne est peut-être l'exemple parfait d'adaptation aux terrains extrêmes. Contrairement au mouflon d'Amérique et à ses cornes courbées spectaculaires, la chèvre de montagne possède des cornes droites, en forme de dague, et un épais pelage. Une chèvre se fraye un chemin le long d'une corniche, son pelage d'hiver est devenu si dense qu'elle semble porter une parka en fourrure, chaque poil étant creux et rempli d'air isolant qui maintient sa température corporelle stable, même lorsque le refroidissement éolien chute à des niveaux qui tueraient la plupart des mammifères en quelques minutes. La survie hivernale de la chèvre de montagne diffère de celle du mouflon d'Amérique. Là où les moutons descendent pour trouver des zones d'alimentation dégagées par le vent, les chèvres de montagne grimpent plus haut, recherchant les terrains les plus extrêmes où la concurrence est inexistante, tout simplement parce qu'aucune autre créature ne peut y survivre. Elles ont développé la capacité de digérer les lichens et les mousses qui poussent sur les parois rocheuses, raclant ces plantes primitives des surfaces verticales avec des langues pouvant s'étendre sur plusieurs centimètres et suffisamment robustes pour s'alimenter sur ce qui semble être de la pierre nue. La neige tourbillonne si fortement autour d'elle qu'elle ne voit rien, mais la nounou continue de marcher avec assurance, guidée par sa mémoire du terrain comme un GPS. La structure sociale des chèvres de montagne en hiver révèle une autre facette de leur remarquable adaptation. Alors que la plupart des animaux recherchent la compagnie de leurs congénères pour se réchauffer et se protéger, les chèvres de montagne se déplacent souvent seules ou en très petits groupes, se répartissant sur les vastes falaises pour éviter de surpâturer la végétation rare de haute altitude. La communication se fait par de subtils bêlements qui portent à des kilomètres dans l'air raréfié, permettant aux individus dispersés de maintenir le contact sans compromettre leur stratégie de survie basée sur la répartition des ressources. La nourrice s'arrête sur une étroite corniche, ses yeux ambrés scrutant le paysage fouetté par la tempête en contrebas. Au loin, à peine visibles à travers la neige battante, les lumières de la civilisation humaine scintillent, rappelant qu'au-delà de ce monde de roches et de glace, la vie continue dans un royaume de confort et de prévisibilité. Mais elle n'a jamais connu ce monde, et elle n'y survivrait pas. Son existence est calibrée à des extrêmes qui tueraient la plupart des créatures, et pourtant, ici, elle s'épanouit, élevant sa progéniture et préservant ses lignées dans ces conditions extrêmes. Au cœur de l'hiver, alors que les Badlands se transforment en un paysage lunaire de blanc et d'ombre, une silhouette émerge des tourbillons de neige. Le coyote, dont le nom scientifique Canis latrans signifie chien qui aboie, est un prédateur si adaptable qu'il a non seulement survécu à la persécution humaine, mais a même étendu son aire de répartition à travers l'Amérique du Nord, tandis que d'autres grands prédateurs ont complètement disparu. Ce mâle, dont l'épais pelage d'hiver lui donne presque l'allure d'un loup lorsqu'il se fraye un chemin dans la neige croûtée par le vent, témoigne de l'intelligence remarquable qui a fait des coyotes les survivants par excellence des paysages changeants. Son pelage d'hiver, presque 2 fois plus dense que sa fourrure d'été, se compose de 2 couches distinctes, de longs poils de garde qui évacuent l'humidité et le vent, et un sous-poil dense qui retient l'air chaud près de sa peau, avec une efficacité comparable à celle des isolants synthétiques les plus sophistiqués. Contrairement au loup, qui compte principalement sur la coordination en meute et la puissance brute, le coyote a développé des capacités de résolution de problèmes qui lui permettent de réussir aussi bien en tant que chasseur solitaire qu'en tant que charognard opportuniste. Sa capacité à lire les traces dans la neige lui permet de déterminer non seulement l'espèce et la taille de ses proies potentielles, mais aussi leur état de santé, leur niveau de stress et leur destination probable, grâce à de subtiles variations de leur démarche et de leurs signatures olfactives. Son ouïe,
déjà exceptionnelle chez les canidés, devient encore plus cruciale en hiver lorsque la neige étouffe les sons et que la chasse visuelle devient difficile dans des conditions de poudrerie. Il peut détecter les mouvements des souris et des campagnols sous 60 cm de neige et les localiser avec précision. Le comportement social du coyote en hiver révèle une flexibilité qui a contribué au succès remarquable de son espèce. Bien qu'ils soient principalement solitaires en été, les conditions hivernales les poussent parfois à former des partenariats temporaires qui augmentent leurs chances de chasse et assurent une protection mutuelle contre les prédateurs plus gros. Ces alliances, qui peuvent inclure des couples accouplés ou même des individus non apparentés, témoignent d'une intelligence sociale qui permet la formation et la dissolution rapide de relations de coopération en fonction des circonstances. Son comportement territorial hivernal s'adapte à la réalité selon laquelle la survie prime sur le maintien de frontières rigides. Les territoires, qui pourraient être farouchement défendus en été, deviennent plus fluides à mesure que la pénurie alimentaire oblige à ajuster les aires de répartition traditionnelles. Le coyote a appris à distinguer les incursions temporaires motivées par le désespoir des véritables défis territoriaux et à réagir avec des niveaux d'agressivité appropriés qui préservent l'énergie tout en préservant l'accès aux ressources essentielles. Alors que les tempêtes hivernales font rage dans les Badlands et que d'autres prédateurs se retirent dans des refuges abrités, le coyote continue de chasser, son adaptabilité et son intelligence lui permettant de prospérer dans des conditions qui vaincraient des espèces moins flexibles. Dans les étendues sauvages des Badlands hivernaux, une présence se déplace avec une telle furtivité que même les chèvres de montagne, aux yeux perçants, ne détectent son approche que bien trop tard. Le puma, aussi appelé couguar, représente l'apogée de l'évolution prédatrice dans ce paysage hostile. Cette chatte adulte, dont le territoire s'étend sur plus de 200 km² des terrains les plus accidentés des Badlands, fait preuve d'un talent de chasse exceptionnel. Sa capacité à se déplacer silencieusement sur les parois rocheuses enneigées, à franchir des brèches et à maintenir un équilibre parfait sur des corniches glacées tout en traquant ses proies, fait d'elle la maîtresse incontestée des Badlands. La stratégie de chasse hivernale du puma révèle une intelligence et une patience qui rivalisent avec celle des chasseurs humains équipés d'armes modernes. Il comprend l'influence de la neige et de la glace sur le comportement de ses proies, sachant que les chèvres de montagne et les mouflons d'Amérique seront contraints d'adopter des schémas prévisibles en raison des limitations de leur déplacement imposées par l'hiver. Ce matin-là, alors que l'aube se lève sur un paysage transformé par les chutes de neige nocturnes en un jardin blanc et gris, le puma traque un jeune mouflon depuis des heures. Chaque pas est calculé et chaque pose a son utilité. Tandis que ses proies se déplacent sur des sentiers prévisibles à flanc de falaise, elle suit leur route sur des corniches plus hautes, les devançant parfois pour leur tendre des embuscades, parfois les suivant à des distances qui la maintiennent hors de leur champ de vision. Sa compréhension du comportement des moutons lui permet d'anticiper leurs réactions aux changements climatiques, aux obstacles du terrain et même à la pression psychologique, même si les moutons restent inconscients de sa présence. L'attaque, lorsqu'elle survient, démontre pourquoi les pumas ont survécu dans des environnements qui ont éliminé d'innombrables autres espèces de prédateurs. D'une corniche située à 12 mètres au-dessus de sa cible et à 9 mètres de distance, elle s'élance dans l'espace selon une trajectoire qui tient compte de la vitesse du vent, du mouvement de sa proie et de l'angle précis nécessaire pour atterrir avec une force mortelle sur le dos d'un animal qui la dépasse de 25 kg. Mais pour réussir la chasse hivernale des pumas dans les Badlands, il ne suffit pas de tuer une proie. Le défi réside dans la consommation et la conservation de la viande dans des conditions où les températures peuvent geler une carcasse en quelques heures et où d'autres charognards, des corbeaux aux coyotes, se disputent chaque repas. Le puma a appris à stocker une partie de ses proies dans des crevasses rocheuses où la neige et la glace contribuent à la conservation de la viande, ce qui lui permet de se nourrir d'une seule proie pendant des jours, voire des semaines. La transformation pour la saison prochaine commence par un léger réchauffement des surfaces rocheuses, prisonnières de l'hiver depuis des mois.
les premiers signes apparaissent aux altitudes les plus élevées, où les chèvres de montagne perçoivent le subtil changement des courants d'air, annonçant l'arrivée des beaux jours, leur sens aiguisé lisant les variations de pression atmosphérique qui précèdent de plusieurs semaines la grande fonte. Le printemps est aussi une saison de grande vulnérabilité. Les animaux qui ont survécu aux épreuves de l'hiver sont désormais confrontés à de nouveaux défis, car les conditions météorologiques changeantes créent des conditions instables. Des avalanches de neige lourdes et humides peuvent écraser les créatures imprudentes contre les parois des canyons. Les fluctuations soudaines de température créent des cycles de gel-dégel qui rendent les parois rocheuses dangereuses et présentent des formations de glace imprévisibles. Dans l'obscurité d'un matin de printemps, une silhouette élancée émerge d'un trou dans le sol qui semble bien trop petit pour abriter quoi que ce soit de plus gros qu'un rongeur. Le putois d'Amérique, autrefois considéré comme éteint et toujours l'un des mammifères les plus rares d'Amérique du Nord, représente l'un des prédateurs les plus spécialisés de l'évolution. Une créature si parfaitement adaptée à la chasse aux chiens de prairie que toute son existence tourne autour des cités souterraines construites par sa principale proie. Sa tête nue témoigne d'une adaptation parfaite à un mode de vie qui implique de se nourrir à l'intérieur de carcasses d'animaux, où les plumes seraient rapidement contaminées par des bactéries et des matières en décomposition pouvant entraîner des infections mortelles. L'arrivée printanière de l'urubu à tête rouge dans les Badlands coïncide avec la saison où les victimes de l'hiver deviennent disponibles et où les températures plus chaudes créent les courants thermiques essentiels à son mode de vie économe en énergie. Ses capacités olfactives représentent peut-être l'adaptation sensorielle la plus remarquable parmi les oiseaux d'Amérique du Nord. Alors que la plupart des espèces d'oiseaux ont un odorat relativement faible, l'urubu à tête rouge a développé des organes olfactifs capables de détecter les signatures chimiques de la décomposition à des distances de plus d'1 kilomètre. Cette capacité lui permet de localiser des charognes cachées sous la végétation ou dans des reliefs qui rendraient la détection visuelle impossible, lui donnant ainsi accès à des sources de nourriture inaccessibles aux autres charognards. Le comportement alimentaire de l'urubu à tête rouge révèle des services écologiques qui le rendent indispensable à la santé des écosystèmes. Son puissant système digestif, doté d'acide gastrique suffisamment puissant pour neutraliser les bactéries et les toxines mortelles pour la plupart des animaux, lui permet de consommer des charognes à différents stades de décomposition sans subir de conséquences néfastes. Cette capacité fait de lui le système de recyclage par excellence de la nature, transformant la matière organique, autrement source de maladies, en nutriments essentiels à la survie. Son comportement social lors de l'alimentation printanière témoigne de hiérarchies complexes et de systèmes de communication qui coordonnent les activités de multiples espèces charognardes. Les urubus à tête rouge servent souvent d'indicateurs pour d'autres charognards, leur vol circulaire alertant les corbeaux, les coyotes et autres prédateurs opportunistes de l'emplacement des charognes disponibles. Le comportement de nidification de l'urubu à tête rouge témoigne de son adaptation à l'élevage de sa progéniture, dans des environnements où les sources de nourriture sont imprévisibles et dispersées. Ces sites de nidification, généralement situés dans des grottes, des crevasses de falaises ou des bâtiments abandonnés, offrent une protection contre les intempéries et les prédateurs tout en offrant un accès facile aux espaces ouverts nécessaires à son mode de vie planant. La période prolongée de soins parentaux, durant laquelle les jeunes vautours acquièrent les compétences complexes nécessaires à un planage efficace et à la détection des charognes, représente un investissement éducatif crucial pour la survie dans des environnements difficiles. Son rôle dans l'écosystème des Badlands va bien au-delà de la simple charognarde, car sa présence témoigne de la santé et de la stabilité de l'ensemble du réseau trophique. Les zones où les populations d'urubus à tête rouge sont en bonne santé abritent généralement des communautés diversifiées d'autres espèces sauvages, tandis que les régions où les populations de vautours déclinent présentent souvent des signes de perturbations écologiques plus vastes. Dans la prairie, où des îlots de villages de chiens de prairie parsèment le paysage tels d'anciens établissements, une créature offre l'un des exemples les plus remarquables d'adaptation saisonnière de la nature. Le lièvre à queue blanche,
dont le pelage hivernal d'un blanc immaculé offrait un camouflage parfait sur le terrain enneigé, dévoile désormais des taches de fourrure brune qui annoncent le début d'une transformation aussi spectaculaire que n'importe quelle métamorphose dans le monde naturel. Ce lapin, un mâle adulte dont la survie aux hivers dans les Badlands en fait un vétéran de l'un des environnements les plus difficiles du continent. Ses pattes arrière surdimensionnées, capables de le propulser à des vitesses dépassant les 70 km à l'heure et de lui permettre de franchir des obstacles de 2,5 mètres de haut, représentent l'ingénierie évolutionnaire par excellence. Mais c'est sa robe qui raconte l'histoire la plus remarquable d'adaptation aux variations saisonnières extrêmes des Badlands. La mue révèle l'attention portée par la nature aux détails dans la conception de créatures adaptées à des environnements spécifiques. Plutôt que de perdre son pelage blanc d'hiver d'un seul coup, ce qui le rendrait vulnérable aux prédateurs pendant la période de transition, la fourrure du lièvre d'Amérique change de motif, préservant ainsi son camouflage tout au long de la mue printanière. Le pelage brun d'été apparaît d'abord sur le dos et les flancs, zones les plus visibles des prédateurs aériens, tandis que la fourrure blanche persiste plus longtemps sur le ventre et le dessous des pattes, zone qui reste dans l'ombre lors des mouvements normaux. Son quotidien témoigne des adaptations comportementales complexes nécessaires à la survie dans un environnement où les prédateurs s'approchent de toutes parts. Chaque matin, il choisit un lieu de repos offrant une visibilité dans toutes les directions et des voies de fuite rapides vers des terrains rocailleux où son agilité supérieure lui confère un avantage sur les prédateurs qui le poursuivent. Son choix d'emplacement révèle une compréhension des caractéristiques du paysage qui impressionnerait les tacticiens militaires, se positionnant là où les formations naturelles offrent à la fois dissimulation et avantages stratégiques. Le comportement alimentaire du lièvre d'Amérique au printemps témoigne d'une autre adaptation à l'environnement des Badlands. Alors que de nombreuses espèces de lapins sont généralistes et se nourrissent de toute la végétation disponible, le lièvre d'Amérique à queue blanche a développé la capacité d'identifier et de consommer des plantes qui offrent des nutriments spécifiques selon les saisons. Au printemps, lorsque son corps a besoin de nutriments pour renouveler son pelage et augmenter son niveau d'activité, il recherche les pousses émergentes de certaines espèces d'herbes, plus riches en protéines que les plantes matures qu'il consommait en hiver. Sa perception des prédateurs témoigne de capacités sensorielles qui frisent le surnaturel. Ses grandes oreilles, capables de tourner indépendamment comme des antennes radar organiques, détectent les battements d'ailes des faucons en approche à une distance qui leur laisse le temps de prendre des mesures d'évitement. Ses yeux, positionnés de chaque côté de sa tête pour une vision à presque 360 degrés, lui permettent de suivre simultanément plusieurs menaces tout en gardant un œil sur les voies de fuite. Son odorat lui permet de distinguer les odeurs des différentes espèces de prédateurs, déclenchant ainsi des réactions adaptées au type de menace détectée. À l'approche du danger, la réaction du lièvre à queue blanche révèle pourquoi son espèce a survécu dans des environnements qui ont éliminé les proies les moins adaptables. Sa première réaction est de se figer, s'appuyant sur la transformation de son pelage pour se fondre dans le paysage printanier, neige et terre. Si ce camouflage échoue et qu'un prédateur s'approche à sa distance critique, son accélération explosive peut le propulser de l'immobilité à sa vitesse maximale en moins de 2 secondes. Le rôle du lièvre d'Amérique dans l'écosystème des Badlands va au-delà de celui d'une simple proie. Ses habitudes alimentaires contribuent à réguler la croissance de la végétation au bénéfice des autres espèces, tandis que ses vastes réseaux de tunnels offrent un abri aux petits animaux lors de phénomènes météorologiques extrêmes. Sa présence témoigne de la santé de l'écosystème des prairies, car les lièvres d'Amérique ont besoin de communautés végétales diversifiées et de régimes climatiques stables pour maintenir leurs complexes adaptations saisonnières. Au-dessus du paysage en pleine transformation, un aigle royal vole dans l'air printanier avec ses ailes de plus de 2 mètres d'envergure. Ce magnifique oiseau, dont la vue perçante lui permet de détecter les mouvements à des altitudes de plusieurs kilomètres, représente l'expression ultime de l'évolution prédatrice adaptée aux vastes espaces de l'Ouest américain. Son domaine s'étend sur des centaines de kilomètres carrés de Badlands, un territoire qu'elle patrouille avec dévouement.
La maîtrise du vol de l'aigle royal se révèle lorsqu'il ajuste sa position en fonction des courants aériens invisibles aux observateurs terrestres. Ses ailes, dont chaque plume est précisément positionnée pour capter et rediriger l'air en mouvement, lui permettent de planer pendant des heures sans battre des ailes, économisant ainsi son énergie tout en surveillant constamment son territoire. Sa vue représente peut-être l'adaptation sensorielle la plus remarquable du monde naturel. À 3 km d'altitude, elle peut distinguer un chien de prairie d'un lapin, identifier l'espèce de serpent se déplaçant dans l'herbe et même détecter le mouvement d'insectes suffisamment gros pour intéresser de plus petits prédateurs. Ses yeux contiennent environ 8 fois plus de cellules photoréceptrices que les yeux humains, tandis que des structures spécialisées appelées pectines lui permettent de faire la mise au point sur des objets situés à différentes distances simultanément, lui fournissant ainsi des jumelles intégrées capables de zoomer et de refaire la mise au point plus rapidement que la pensée consciente. Plutôt que de simplement planer jusqu'à repérer une proie, elle utilise des patrouilles systématiques qui exploitent les courants thermiques tout en assurant une couverture optimale de son territoire. Elle a appris à identifier les comportements de différentes espèces de proies, se positionnant aux endroits où les chances de réussite sont les plus élevées, en fonction de facteurs tels que l'heure de la journée, les conditions météorologiques et les variations saisonnières du comportement des proies. Sa chasse printanière se concentre principalement sur les jeunes de diverses espèces, des chiots chiens de prairie qui font leurs premiers pas hors du sol, aux lièvres levreaux qui apprennent encore les stratégies de fuite qui détermineront leur survie. Mais sa sélection de proies révèle une compréhension fine de l'équilibre écologique, car elle cible principalement les animaux malades, blessés ou génétiquement inférieurs. Lorsqu'une proie est repérée, l'attaque de l'aigle royal démontre pourquoi il est l'un des prédateurs les plus efficaces d'Amérique du Nord. Son piquet de chasse, appelé stoop, peut atteindre des vitesses dépassant les 240 km/h, tandis qu'il fonce sur des cibles qui ignorent la mort qui approche. Ces serres, chacune capable d'exercer une pression de plusieurs centaines de kilos par pouce carré, peuvent broyer les os et sectionner la moelle épinière avec une précision chirurgicale. Mais le rôle de l'aigle royal dans l'écosystème des Badlands va bien au-delà de celui d'un prédateur. Sa présence influence le comportement de chaque animal sur son territoire, créant ce que les scientifiques appellent un paysage de peur qui façonne les habitudes alimentaires, les itinéraires de déplacement et le choix de l'habitat pour des dizaines d'espèces. Les chiens de prairie modifient leurs horaires de recherche de nourriture lorsque les aigles sont actifs au-dessus de leur tête. Les lièvres d'Amérique choisissent leurs aires de repos en fonction de leur vulnérabilité aux attaques aériennes. Même d'autres prédateurs adaptent leur stratégie de chasse pour tenir compte de la présence d'un prédateur capable de capturer des proies aussi grandes que de jeunes cerfs ou des renards adultes. Le printemps dans les Badlands se prépare à l'approche de l'été, lorsque la chaleur et la sécheresse mettront à l'épreuve toutes les stratégies de survie que ces créatures remarquables ont développées au cours de millions d'années d'évolution dans cette terre d'extrême. Lorsque la chaleur et la sécheresse mettront à l'épreuve toutes les stratégies de survie que ces créatures remarquables ont développées au cours de millions d'années d'évolution dans cette terre d'extrême. L'été arrive dans les Badlands, non pas comme un doux réchauffement, mais comme une fournaise qui transforme le paysage en un lieu où la survie devient une lutte constante contre une chaleur aussi meurtrière que le froid hivernal. Les températures dépassent les 40 degrés Celsius. Le soleil, brûlant dans un ciel blanchi par sa propre intensité, frappe un paysage où chaque créature doit choisir entre chercher un abri et mourir de faim, entre rester actif et mourir d'épuisement dû à la chaleur. L'été dans les Badlands révèle les solutions les plus extrêmes de la nature au problème de la chaleur excessive.
Les plantes qui semblaient luxuriantes et abondantes au printemps se replient désormais en mode survie. Certaines espèces arrêtant même la photosynthèse aux heures les plus chaudes pour prévenir les dommages cellulaires causés par la chaleur excessive. L'eau devient plus précieuse que l'or. Chaque source d'eau permanente devenant un aimant pour la faune, créant son propre écosystème de prédateurs, de proies et de créatures désespérées prêtes à risquer leur vie pour quelques précieuses gouttes de vie liquide. Pourtant, la vie non seulement persiste mais s'épanouit dans ce paysage apparemment infernal, révélant des adaptations si remarquables qu'elles confinent au miraculeux. Dans l'obscurité précédant l'aube, alors que les rochers irradient encore la chaleur accumulée par les températures étouffantes de la veille, un crotale des prairies émerge d'une crevasse où il a passé la nuit confortablement installé, tandis que la surface se refroidissait, passant d'un état mortel à un état de danger. Ce serpent remarquable, dont les ancêtres ont perfectionné l'art de survivre à des chaleurs extrêmes pendant des millions d'années, représente l'une des solutions les plus sophistiquées de l'évolution au défi de vivre dans un environnement où la régulation de la température peut faire la différence entre la prospérité et la mort en quelques heures. L'émergence du crotale révèle des adaptations dont l'efficacité paraît presque extraterrestre. Reptile à sang froid, il ne gaspille pas d'énergie pour maintenir une température interne constante, contrairement aux mammifères et aux oiseaux. Au contraire, sa température corporelle fluctue en fonction de son environnement, mais il a développé des comportements et des mécanismes physiologiques qui lui permettent de réguler sa température aussi précisément que n'importe quelle créature à sang chaud. Ses écailles, disposées selon des motifs créant de minuscules poches d'air isolantes, peuvent être ajustées par des contractions musculaires qui modifient les propriétés d'absorption et de réflexion de la chaleur de son corps. Elle se déplace en un mouvement latéral qui minimise le contact entre son corps et le sol surchauffé, chaque boucle de son mouvement étant calculée pour réduire le transfert de chaleur des surfaces qui pourraient littéralement brûler sa chair en cas de contact prolongé. Son choix d'itinéraire révèle une connaissance approfondie des propriétés thermiques des différentes surfaces, car elle recherche des chemins qui tirent parti de chaque ombre et de chaque brise disponible. La stratégie de chasse estivale du crotale révèle des adaptations qui transforment les difficultés de la saison en atouts. Ses organes thermosensibles, appelés organes de la fosse, peuvent détecter des différences de température aussi infimes que quelques millièmes de degrés, lui permettant de traquer ses proies à sang chaud avec précision. Lors des chaleurs extrêmes de l'été, lorsque la différence de température entre les proies et leur environnement est minime, ces organes deviennent encore plus sensibles, compensant la diminution du contraste thermique par une précision accrue. Se positionnant le long des sentiers empruntés par les petits mammifères se déplaçant entre les sources d'eau, elle peut rester immobile des heures, sa température corporelle s'harmonisant si parfaitement avec celle des rochers environnants qu'elle devient quasiment invisible à la détection thermique comme à l'observation visuelle. Son motif de camouflage, un arrangement complexe de losanges et de chevrons qui semble aléatoire aux observateurs non avertis, représente en réalité des millions d'années d'évolution perfectionnant l'illusion d'optique, créant des motifs qui contrastent avec les textures variées des Badlands. Lorsqu'une proie s'approche à portée de frappe, l'attaque du crotale démontre pourquoi ce serpent compte parmi les prédateurs les plus efficaces d'Amérique du Nord. Son attaque, portée avec une rapidité qui la rend invisible à l'œil nu, injecte du venin par des crochets qui se replient contre son palais lorsqu'ils ne sont pas utilisés, tels des couteaux à cran d'arrêt organique conçus pour une pénétration et une distribution de venin maximale. Le venin lui-même est un cocktail d'enzymes et de toxines spécifiquement développé pour neutraliser les petits mammifères qui constituent la majeure partie de son régime alimentaire, dégradant les tissus au niveau cellulaire et provoquant un arrêt cardiovasculaire rapide. Mais la survie estivale du crotale dépend autant de sa capacité à éviter la surchauffe que de sa capacité à chasser efficacement. Lorsque le soleil monte et que les températures de surface atteignent un point où même sa physiologie, adaptée à la chaleur, commence à s'affaiblir, il se réfugie dans des refuges souterrains qui lui procurent un soulagement face à la chaleur mortelle qui règne au-dessus. Ces terriers, souvent empruntés aux chiens de prairie ou à d'autres petits mammifères,
maintiennent des températures pouvant atteindre 30 degrés de moins qu'à la surface, créant des micro-environnements qui lui permettent de survivre à des conditions qui lui seraient rapidement fatales. Son comportement social estival révèle une autre dimension d'adaptation à la chaleur extrême. Bien que les crotales soient généralement des créatures solitaires, le stress thermique estival peut pousser plusieurs individus à partager les mêmes refuges frais, créant des regroupements temporaires où des serpents qui s'éviteraient normalement cohabitent pacifiquement pour leur survie commune. Ces rassemblements, appelés tanières d'été, peuvent contenir des dizaines de crotales d'espèces et d'âges différents, tous en quête d'un refuge contre la chaleur qui a temporairement pris le dessus sur leurs instincts territoriaux. Alors que le crotal des prairies se retire dans son refuge frais, la relève de la garde dans l'écosystème estival des Badlands commence avec l'émergence de l'un des plus remarquables petits prédateurs d'Amérique du Nord. Ce hibou, un mâle dont le territoire s'étend sur plusieurs hectares de prairies, a creusé et modifié un réseau de terriers qui s'étend sur plus de 9 mètres sous terre et comprend plusieurs chambres conçues à des fins différentes. Les adaptations physiques du hibou à la vie souterraine se révèlent lorsqu'il se déplace dans des tunnels qui semblent incroyablement étroits pour un oiseau de sa taille. Ses pattes, proportionnellement plus longues que celles de la plupart des espèces de hibou, lui permettent de se déplacer dans des espaces restreints tout en conservant les réflexes rapides nécessaires à la chasse souterraine. Ses serres, plus acérées et plus courbées que celles des hiboux arboricoles, lui assurent une bonne traction sur les parois de terre et lui permettent de creuser de nouveaux tunnels lorsque l'expansion de son territoire l'exige. Plutôt que d'attendre simplement que sa proie s'approche, la chouette des terriers modifie activement son environnement pour optimiser ses chances de chasse. Elle place de petits objets, comme des morceaux de végétation séchée et même des excréments de mammifères autour de l'entrée de ces terriers, créant ainsi ce que les scientifiques ont découvert comme étant des outils de chasse sophistiqués. Son système de terriers comprend plusieurs entrées positionnées de manière à tirer parti des vents dominants, créant ainsi une circulation d'air à travers le réseau de tunnels qui maintient une température confortable, même lorsque les conditions de surface deviennent dangereuses. La chambre principale, située au point le plus profond du terrier, maintient une température qui varie rarement de plus de 10 degrés tout au long de l'année, offrant un environnement stable pour l'élevage des jeunes et la survie dans les conditions climatiques les plus extrêmes. Son régime alimentaire estival révèle des aptitudes de chasse opportunistes, tirant profit de l'activité accrue des insectes et des petits reptiles pendant les heures nocturnes plus fraîches. Contrairement à la plupart des espèces de hibous qui se nourrissent principalement de petits mammifères, la chevêche des terriers a développé la capacité d'attraper et de consommer des proies, allant des coléoptères et des sauterelles aux petits serpents et aux lézards. Son taux de réussite à la chasse augmente considérablement en été, car nombre de ses proies deviennent plus actives la nuit pour éviter la chaleur diurne, concentrant leur activité aux heures où sa vision nocturne supérieure lui confère un avantage considérable. Le comportement social des hiboux pendant la saison de reproduction estivale met en évidence des stratégies coopératives qui augmentent les taux de survie des adultes et des petits. Les couples de chevêches des terriers coordonnent souvent leurs activités de chasse. L'un chasse tandis que l'autre garde l'entrée du terrier, guettant les prédateurs qui pourraient menacer leurs petits vulnérables. Cette coopération s'étend à la défense territoriale, les couples voisins s'unissant parfois pour repousser les prédateurs plus gros qui menacent leur colonie. Ces vocalisations durant les nuits d'été créent une bande sonore qui résonne dans les terriers telle une symphonie souterraine. Ces cris ont de multiples fonctions. Maintenir le contact avec sa partenaire, avertir de l'approche des prédateurs, défendre les limites du territoire et même enseigner des techniques de chasse à sa progéniture. Les propriétés acoustiques des tunnels amplifient et transportent ces cris sur des distances impossibles à atteindre en plein air pour un si petit oiseau, créant ainsi un réseau de communication qui s'étend sur des villages entiers de chiens de prairie.
La chouette des terriers préparera son terrier au défi de la survie par temps froid, et le renard nain intensifiera ses activités de chasse pour assurer sa survie pendant la saison où les proies se raréfient et où les besoins énergétiques augmentent considérablement. Les peupliers le long des ruisseaux saisonniers se parent d'or, tandis que les herbes des prairies se parent de nuances d'ambre, de bronze et de rouille, créant une mer de couleurs ondulantes s'étendant jusqu'à des horizons scintillants dans l'air pur et vif. Mais derrière cette beauté se cache une urgence, car chaque créature des Badlands comprend que l'approche de l'hiver exige une préparation qui déterminera qui survivra pour voir un autre printemps. Les variations de lumière annoncent une transformation qui affecte tous les aspects de la vie dans cet environnement hostile. Les jours raccourcissent avec une précision mathématique, déclenchant des horloges biologiques qui ont évolué au fil de millions d'années pour orchestrer les comportements complexes nécessaires à la survie par temps froid. Des variations de température pouvant atteindre 60 degrés en une seule journée créent des conditions qui mettent à l'épreuve l'adaptabilité de chaque espèce, tandis que les premières gelées annoncent le début de la fin pour de nombreuses plantes et insectes qui ont prospéré pendant la chaleur estivale. En automne, dans les Badlands, différentes espèces coordonnent leur cycle de vie pour profiter de l'abondance saisonnière tout en se préparant aux pénuries. Les graines mûrissent séquentiellement, fournissant des sources de nourriture aux animaux migrateurs et résidents pendant la période critique où ils doivent constituer des réserves de graisse pour survivre à l'hiver. Les insectes concentrent leur cycle de vie sur les derniers jours chauds, créant ainsi des opportunités d'alimentation qui permettent aux animaux insectivores de reconstituer leurs réserves d'énergie avant que leurs proies ne disparaissent avec les premières gelées. Le paysage lui-même subit des transformations qui affectent tous les aspects du comportement de la faune. Les sources d'eau qui coulaient librement pendant l'été commencent à montrer des signes de gel, ce qui les emprisonne pendant des mois, obligeant les animaux à ajuster leurs limites territoriales et leurs déplacements. Les formations rocheuses, qui offraient une ombre rafraîchissante pendant les chaleurs estivales, se transforment désormais en capteurs solaires qui stockent la chaleur pour les nuits froides à venir, créant ainsi des refuges thermiques qui peuvent faire la différence entre la survie et la mort pour les créatures prises au piège de changements climatiques inattendus. Alors que l'automne colore les Badlands de nuances dorées et cuivrées, un oiseau émerge des hautes herbes de la prairie. Le tétras à queue fine, dont le plumage tacheté de brun et de blanc offre un camouflage parfait au milieu de la végétation mourante, représente des millions d'années d'évolution qui ont affiné cette créature pour la vie dans les vastes prairies qui couvraient autrefois une grande partie du continent nord-américain. Son plumage d'automne, commençant sa transformation vers la protection hivernale plus dense dont il aura besoin dans les mois à venir. Le comportement alimentaire du tétras à queue fine en automne témoigne d'une remarquable flexibilité d'adaptation alimentaire, contribuant à la survie de l'espèce face aux changements environnementaux. Alors que son alimentation printanière et estivale se concentre principalement sur les insectes et la végétation tendre, l'automne impose une transition radicale vers la consommation de graines, ce qui nécessite des modifications importantes de sa stratégie digestive. Son jabot, un organe de stockage spécialisé lui permettant de récolter et de transformer rapidement de grandes quantités de graines, devient essentiel en automne, lorsqu'il doit constituer des réserves de graisse tout en profitant des possibilités d'alimentation limitées. Il comprend quelles espèces de graminées conservent leur valeur nutritionnelle le plus longtemps possible, quels arbustes produisent des baies fournissant les graisses essentielles à la survie hivernale et quelles plantes herbacées offrent la teneur en protéines nécessaire à la mue. Cette expertise lui permet d'optimiser l'efficacité alimentaire pendant la période critique où la constitution des réserves hivernales détermine les chances de survie. Le comportement social du tétras à queue fine en automne témoigne de systèmes de communication complexes qui coordonnent les activités d'individus dispersés à travers de vastes étendues de prairies. Ces cris, qui comprennent une variété de gloussements, de caquetages et de battements d'ailes, ont de multiples fonctions. Maintenir le contact avec les groupes familiaux, avertir de l'approche d'un prédateur et coordonner la formation de groupes hivernaux qui assurent une protection mutuelle et améliorent l'efficacité de la recherche de nourriture. Ces vocalisations portent sur des distances considérables à travers les prairies ouvertes, créant des réseaux de communication qui s'étendent sur des kilomètres de prairies apparemment vides. Ces stratégies d'évitement des prédateurs révèlent des adaptations parfaitement adaptées à la vie dans des environnements où la dissimulation s'avère souvent plus efficace que la fuite.
Son plumage tacheté lui permet de devenir quasiment invisible parmi les herbes sèches et les feuilles mortes, tandis que sa capacité à rester immobile pendant de longues périodes met à l'épreuve la patience et l'acuité visuelle des prédateurs en chasse. Lorsque la dissimulation échoue et que la fuite devient nécessaire, son envol explosif et ses vols erratiques en font une cible difficile pour les prédateurs aériens, tandis que sa connaissance approfondie des caractéristiques du terrain lui permet de se déplacer vers des abris qui le protègent des menaces terrestres. Le choix de l'habitat du tétras à queue fine en automne révèle une compréhension fine des micro-environnements qui offrent des conditions optimales pour diverses activités. Ces sites de repos, soigneusement choisis pour se protéger des intempéries et des prédateurs tout en offrant des voies de fuite rapides, témoignent d'une intelligence spatiale qui prend en compte des facteurs tels que la configuration des vents, les lignes de visibilité et la proximité des sources de nourriture. Ces zones de dépoussiérage, où il effectue les gestes d'entretien essentiels pour l'entretien du plumage et la lutte contre les parasites, sont sélectionnées en fonction de la composition du sol et de l'exposition au soleil, optimisant ainsi l'efficacité de ces activités cruciales. Sa préparation à l'hiver implique des changements comportementaux qui reflètent une compréhension approfondie des défis saisonniers. À mesure que l'automne avance, il commence à orienter ses activités vers les périodes d'aube et de crépuscule qui caractériseront l'alimentation hivernale, tout en réduisant progressivement sa dépendance aux protéines d'insectes au profit des matières végétales qui lui permettront de survivre pendant les mois où les proies arthropodes deviennent rares. Sa mue automnale, durant laquelle il remplace ses plumes de vol et son plumage par une protection adaptée à l'hiver, nécessite un timing précis qui équilibre sa vulnérabilité pendant la mue et le besoin d'une protection hivernale optimale. Le rôle du tétras à queue fine dans l'écosystème des Badlands s'étend au-delà de son statut de consommateur principal, car ses activités alimentaires aident à disperser les graines à travers la prairie, tandis que ses excréments fournissent une fertilisation qui améliore la croissance des plantes dans des zones localisées. À travers la prairie dorée où les herbes d'automne se courbent comme des vagues sous le vent frais, une silhouette imposante se déplace avec dignité. Le bison d'Amérique, dont les ancêtres se comptaient autrefois par millions dans les grandes plaines, représente plus qu'un simple grand herbivore. Il incarne le lien vivant entre les Badlands modernes et le paysage préhistorique où la mégafaune régnait sur des continents encore inconnus des humains. Ce taureau, dont les épaules massives s'élèvent à près de 2 mètres du sol et dont le poids approche la tonne, témoigne des adaptations qui ont permis à son espèce de survivre aux périodes glaciaires, aux changements climatiques et aux persécutions humaines qui l'ont conduit au bord de l'extinction. Son pelage d'automne, qui commence sa transformation, passant d'un pelage estival relativement clair à une épaisse protection hivernale, qui le fera bientôt paraître encore plus massif, révèle les caractéristiques biologiques qui lui permettent de survivre dans l'un des climats les plus difficiles du continent. Plutôt que de consommer au hasard la végétation disponible, il adopte des stratégies d'alimentation sélective qui privilégient les plantes à la plus haute valeur nutritionnelle et à la densité énergétique élevée. Sa tête massive, dotée d'un odorat capable de détecter les signatures chimiques de différentes espèces végétales à des distances considérables, lui permet d'identifier les herbes contenant les protéines et les lipides nécessaires à la constitution des réserves nécessaires à son alimentation pendant les mois où la nourriture se fait rare ou inaccessible. Son comportement social automnal révèle une dynamique complexe qui a évolué pour maximiser les taux de survie de l'ensemble du troupeau. Avec la baisse des températures et l'approche de l'hiver, les groupes estivaux dispersés se regroupent pour former des troupeaux plus importants, offrant une protection contre les prédateurs et améliorant l'efficacité de la recherche de nourriture. Ce processus fait appel à des systèmes de communication subtils, incluant des signaux visuels, des vocalisations et même des messages chimiques qui aident à coordonner les déplacements des animaux répartis sur des kilomètres de prairies. Le bison joue un rôle crucial dans les Badlands. Ses habitudes de pâturage, qui peuvent paraître destructrices aux yeux d'un observateur non averti, favorisent en réalité la santé des prairies en empêchant une seule espèce végétale de dominer l'écosystème.
Son comportement de roulade, où il se roule dans la poussière pour lutter contre les insectes et perdre ses poils, crée des dépressions dans le sol qui recueillent l'eau de pluie et fournissent un habitat aux amphibiens et aux insectes aquatiques, qui constituent la base de réseaux trophiques complexes. Ces schémas de déplacement pendant l'automne révèlent des capacités de navigation qui s'étendent sur plusieurs générations, car il suit les routes de migration utilisées par son espèce depuis des milliers d'années. La préparation du bison à l'hiver ne se limite pas à l'épaississement de son pelage. Son métabolisme se met alors en mode hivernal, lui permettant de survivre avec un fourrage de moindre qualité, tout en maintenant sa chaleur corporelle dans des conditions qui tueraient rapidement des animaux non spécifiquement adaptés au froid extrême. Son système digestif, déjà plus performant que celui de la plupart des herbivores, devient encore plus performant pour extraire les nutriments d'une végétation de mauvaise qualité, tandis que son système circulatoire se prépare à relever le défi de maintenir la circulation sanguine vers les extrémités pendant de longues périodes de température négative. Ces interactions avec les autres animaux sauvages en automne révèlent le rôle du bison comme espèce clé dont la présence influence le comportement et la répartition d'innombrables autres animaux. Les oiseaux suivent ses déplacements pour se nourrir des insectes dérangés par son pâturage, tandis que les petits mammifères profitent de l'abri offert par sa masse imposante lors des changements climatiques soudains. Même les prédateurs adaptent leur stratégie de chasse en fonction des déplacements du bison, sachant que la présence de ces herbivores massifs indique des zones où la végétation est suffisante pour subvenir aux besoins des proies dont ils dépendent. Aux confins du domaine du bison, là où la prairie vallonnée rencontre le relief plus accidenté des Badlands, une créature incarne l'essence même de la vitesse et de la grâce, se déplaçant avec fluidité à travers le paysage. L'antilope d'Amérique, l'animal terrestre le plus rapide d'Amérique du Nord, capable de maintenir des vitesses qui laisseraient la plupart des prédateurs haletants d'épuisement, représente la solution de l'évolution à la survie dans un espace ouvert où se cacher est impossible et où la fuite est la seule échappatoire au danger. Cette biche, dont les pattes fines et la silhouette aérodynamique témoignent des adaptations qui ont permis à son espèce de prospérer dans des environnements où la plupart des ongulés seraient rapidement victimes de prédateurs ou de conditions climatiques difficiles. Son pelage d'automne, qui commence à se transformer pour lui offrir la protection hivernale plus épaisse dont elle aura besoin dans les mois à venir, révèle la précision avec laquelle l'évolution a façonné chaque aspect de son anatomie pour survivre dans les conditions exigeantes des grandes plaines. La vue de l'antilope d'Amérique est peut-être le système visuel le plus remarquable de tous les mammifères d'Amérique du Nord. Ses yeux, proportionnellement plus grands que ceux de la plupart des ongulés et positionnés de manière à offrir une vision à près de 360 degrés, peuvent détecter des mouvements à des distances dépassant 6 km dans des conditions optimales. Cette acuité visuelle, combinée à sa capacité à distinguer différents types de mouvements et à identifier les menaces potentielles grâce à sa démarche et à son langage corporel, lui fournit des systèmes d'alerte précoces qui lui donnent les précieuses secondes nécessaires pour échapper aux prédateurs les plus rapides. Contrairement aux chevaux, qui atteignent leur vitesse grâce à un arrière-train puissant et à des allures relativement inefficaces, l'antilope d'Amérique a développé un style de course qui maximise son efficacité tout en maintenant une vitesse pouvant dépasser 110 km/h. Son cœur, proportionnellement plus gros que celui de la plupart des mammifères, pompe le sang à travers un système circulatoire capable d'oxygéner les muscles à des rythmes qui provoqueraient un arrêt cardiaque chez des animaux moins spécialisés. Le comportement automnal de l'antilope d'Amérique révèle un instinct migratoire qui la guide le long de routes établies au fil de milliers d'années d'évolution. Lorsque les températures baissent et que la neige menace les hautes terres où elle a passé l'été, elle entame son périple vers les zones d'hivernage offrant un meilleur abri et des sources de nourriture plus accessibles. Ces migrations, qui peuvent parcourir des centaines de kilomètres et concerner des milliers d'individus, suivent des corridors qui optimisent leur survie tout en évitant les caractéristiques du terrain qui pourraient s'avérer dangereuses en hiver. Son comportement social pendant la migration automnale témoigne de systèmes de communication permettant à de grands groupes de coordonner leurs mouvements sur de vastes distances sans recourir au langage verbal.
Des signaux visuels, notamment des postures corporelles et des schémas de déplacement détectables à des kilomètres, permettent aux individus dispersés de maintenir le contact avec le troupeau principal tout en évitant l'attention des prédateurs que pourraient attirer de grandes concentrations d'animaux. Sa capacité à interpréter ces signaux et à y répondre de manière appropriée fait la différence entre les animaux qui réussissent leur migration et ceux qui sont victimes de mauvaises décisions. La stratégie alimentaire de l'antilope d'Amérique en automne révèle des adaptations qui lui permettent d'extraire un maximum de nutriments d'une végétation que la plupart des herbivores trouveraient indigeste. Son estomac a 4 compartiments, semblable à celui des vrais ruminants, mais avec des différences importantes, peut traiter des matières végétales trop dures ou pauvres en nutriments pour la plupart des animaux de pâturage. Cette capacité devient essentielle en automne, lorsqu'elle doit constituer des réserves de graisse tout en se nourrissant de végétation qui commence à sécher et à perdre sa valeur nutritive à l'approche de l'hiver. Ces stratégies d'évitement des prédateurs en automne témoignent d'une intelligence qui va au-delà de la simple fuite. Elle a appris à reconnaître les schémas de chasse de différentes espèces de prédateurs, adaptant son comportement selon que la menace provient de prédateurs en poursuite comme les coyotes, de prédateurs en embuscade comme les pumas ou de prédateurs aériens comme les aigles royaux. Ces réponses sont calibrées en fonction des stratégies de chasse spécifiques à chaque menace, révélant une compréhension du comportement des prédateurs qui impressionnerait les biologistes de la faune sauvage. L'interaction de l'antilope d'Amérique avec les changements du paysage automnal met en évidence les adaptations qui ont permis à son espèce de survivre aux changements climatiques radicaux tout au long de son évolution. Lorsque la végétation change de couleur et entre en dormance, elle ajuste ses habitudes alimentaires pour profiter des plantes qui conservent leur valeur nutritionnelle plus longtemps en saison. Sa capacité à détecter ces différences grâce à l'odorat et au goût lui permet d'optimiser son alimentation pendant la période critique où la constitution de réserves de graisse hivernale détermine ses chances de survie. Alors que l'obscurité s'abat sur les badlands rafraîchissants et que les premières gelées d'automne colorent l'herbe d'un clair de lune si brillant qu'on pourrait y lire, une présence prend son envol, incarnant l'essence même de la perfection prédatrice. Le grand-duc d'Amérique, dont le nom scientifique Bubo virginianus ne parvient pas à rendre la nature impressionnante de ce prédateur aérien, représente l'expression ultime de l'adaptation à la chasse nocturne, une créature si parfaitement conçue pour tuer dans l'obscurité. Cette chouette, une femelle adulte dont le territoire s'étend sur plus de 20 km² de Badlands, présente des adaptations qui font d'elle l'un des prédateurs les plus efficaces d'Amérique du Nord. Sa chasse automnale a lieu pendant la saison optimale pour son espèce, lorsque les températures plus fraîches incitent les petits mammifères à une activité accrue, tandis que ses propres besoins énergétiques augmentent en prévision des défis de la survie hivernale et de la reproduction printanière. Les capacités de vol du grand-duc d'Amérique constituent peut-être l'exemple le plus remarquable de locomotion silencieuse dans la nature. Ses plumes alaires, dotées de franges spécialisées qui brisent les turbulences de l'air, lui permettent de voler en silence, s'approchant de proies qui restent totalement inconscientes de sa présence jusqu'à ce que ses serres entrent en contact. Ce vol silencieux, combiné à sa capacité à se déplacer à travers la végétation dense et autour des obstacles dans l'obscurité la plus totale, fait d'elle peut-être la chasseuse nocturne la plus efficace de son écosystème. Son disque facial, composé de plumes spécialisées fonctionnant comme un réflecteur parabolique, concentre les ondes sonores vers des orifices auriculaires positionnés de manière asymétrique sur son crâne. Cette asymétrie lui permet de trianguler la localisation exacte des sons dans l'espace tridimensionnel, lui permettant de chasser avec succès dans des conditions où la chasse visuelle serait impossible, même pour des créatures dotées d'une vision nocturne exceptionnelle. Elle a appris à identifier les comportements saisonniers de différentes espèces de proies, se positionnant aux endroits où les chances de réussite sont les plus élevées, en fonction de facteurs tels que les conditions météorologiques, la phase lunaire et les cycles de reproduction de ses proies. Son taux de réussite à la chasse en automne approche les 80%, une performance remarquable pour n'importe quel prédateur, et encore plus pour un chasseur chassant dans l'obscurité la plus totale.
Le choix de ses proies en automne témoigne de la remarquable flexibilité qui lui permet de survivre dans une plus grande variété d'habitats que presque toutes les autres espèces de hibou. Si ses principales cibles restent les petits mammifères comme les lapins et les rongeurs, elle capture régulièrement des proies aussi grosses que des moufettes et aussi petites que de grands insectes, adaptant ses stratégies de chasse en fonction de la disponibilité des proies et de ses besoins énergétiques. Sa capacité à tuer des proies bien plus grosses qu'elle révèle une force de serre et une puissance de frappe capable de broyer des os et de sectionner la moelle épinière. Le comportement territorial du Grand-Duc d'Amérique en automne implique une communication acoustique complexe, audible à des kilomètres à la ronde dans les Badlands. Ces ululements, qui semblent simples à l'oreille humaine, contiennent en réalité des informations détaillées sur son identité, les limites de son territoire, son statut de reproduction et même son évaluation de la disponibilité des proies dans différentes zones de son territoire. Ces cris aident à coordonner les activités des couples accouplés, tout en avertissant les hiboux concurrents d'éviter les zones où les conflits pourraient s'avérer dangereux pour tous. Sa préparation à l'hiver ne se limite pas à une intensification de la chasse. Le Grand-Duc d'Amérique commence à capturer des proies dans des endroits répartis sur son territoire, créant ainsi des réserves de nourriture qui lui permettent de subvenir à ses besoins pendant les périodes où les conditions météorologiques rendent la chasse impossible. Ces caches, protégées des charognards et positionnées de manière à rester accessibles même en cas de forte chute de neige, témoignent d'une capacité de planification qui révèle une intelligence bien supérieure à ce que la plupart des gens associent au comportement des oiseaux. Ces interactions avec d'autres prédateurs en automne révèlent la position du Grand-Duc d'Amérique au sommet de la chaîne alimentaire nocturne. Même des prédateurs aussi redoutables que les renards et les petits félins évitent les zones où ils chassent activement, sachant que ces prédateurs aériens sont capables de capturer des animaux adultes de leur taille. Sa présence influence le comportement de chaque créature sur son territoire, créant des effets en cascade qui façonnent l'ensemble de l'écosystème nocturne. Alors que l'automne s'approfondit et que le Grand-Duc d'Amérique intensifie ses activités de chasse en prévision de l'approche de l'hiver, le cycle annuel des Badlands se prépare à achever une autre révolution. L'histoire de la faune du parc national des Badlands ne peut être racontée sans reconnaître l'impact profond et souvent dévastateur de l'activité humaine sur ce remarquable écosystème. Pendant des milliers d'années, ce paysage a abrité des populations d'animaux sauvages se chiffrant par millions, créant l'un des spectacles animaliers les plus spectaculaires du continent nord-américain. La transformation de cette abondance en vestiges soigneusement gérés que nous observons aujourd'hui constitue l'un des exemples les plus spectaculaires de changements écologiques induits par l'homme dans le monde moderne. Aujourd'hui, le parc national des Badlands est confronté à un éventail sans précédent de menaces modernes qui aggravent les pressions historiques sur ses populations fauniques. L'empiètement des infrastructures pétrolières et gazières pose un défi particulièrement aigu, alors que les entreprises cherchent à transporter des combustibles fossiles dans toutes les régions du Dakota du Sud. Les ruptures potentielles de pipelines et les pannes de systèmes menacent d'avoir un impact négatif sur les écosystèmes et la faune environnants. Ces développements industriels fragmentent les corridors d'habitat et introduisent des pollutions sonores, des risques de contamination chimique et des obstacles physiques qui perturbent les schémas de déplacement naturels essentiels à la survie de la faune. Le parc est également aux prises avec des débats persistants sur les droits fonciers des Amérindiens. Les partisans des réparations pour les Sioux Oglala Lakota contestent la confiscation historique et la gestion actuelle des terres tribales sacrées par le gouvernement fédéral. Si le parc a commencé à prendre des mesures pour réserver une partie de la partie sud à la gestion tribale, le projet de parc national tribal n'a pas encore vu le jour. Cette tension non résolue affecte à la fois la préservation culturelle et les approches de gestion de la faune, car les systèmes de savoir autochtones offrent des perspectives précieuses pour une gestion durable des écosystèmes.
le parc est confronté au vol constant de ses trésors paléontologiques. Depuis sa création en tant que monument national pour protéger l'abondance de fossiles dans ses structures en pierre naturelle, Badlands est victime d'un pillage systématique par les visiteurs et les braconniers professionnels qui prélèvent des spécimens à des fins sentimentales, scientifiques ou commerciales. Cet appauvrissement des ressources fossiles représente à la fois une perte de connaissances scientifiques et la destruction d'un patrimoine géologique essentiel à la compréhension de l'histoire évolutive de la faune de la région. Le changement climatique complexifie encore les efforts de conservation dans les Badlands. La hausse des températures et l'évolution des régimes de précipitation modifient les conditions fondamentales qui ont façonné l'évolution de ces remarquables adaptations. D'ici 2050, le service des parcs nationaux prévoit des conditions radicalement différentes dans le parc national des Badlands, notamment des fluctuations de température, des modifications des régimes de précipitation printanière, des retards potentiels dans le calendrier saisonnier et une fréquence accrue des fortes précipitations. Une sécheresse estivale généralisée devrait devenir plus probable dans le Dakota du Sud durant cette même période. Les comtés qui englobent la majeure partie du parc ont déjà connu des variations de température progressives entre 1901 et 2021, créant un environnement de plus en plus chaud et sec. Les espèces qui ont évolué pour supporter des variations de température extrêmes pourraient se retrouver confrontées à des conditions dépassant même leur remarquable niveau de tolérance, tandis que les variations saisonnières perturbent le calendrier précis qui coordonne les comportements de reproduction, de migration et d'alimentation de nombreuses espèces. Les défis contemporains auxquels le parc est confronté illustrent le réseau complexe d'impacts humains que la conservation moderne doit prendre en compte. La réussite nécessitera non seulement une expertise scientifique et un financement adéquat, mais aussi une volonté politique de privilégier la santé écologique à long terme aux gains économiques à court terme, une sensibilité culturelle pour respecter les droits et les savoirs autochtones, et un engagement éthique pour préserver un patrimoine naturel irremplaçable pour les générations futures. Êtes-vous captivé par la faune et les changements de saison du parc national des Badlands ? Aimez cette vidéo et partagez votre animal préféré dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir la conservation de ce paysage incroyable, partagez la vidéo avec vos amis. N'oubliez pas d'appuyer sur l'icône en forme de cloche pour ne manquer aucune histoire animalière.